Et depuis quelques années, le jeu vidéo, c'est plus juste la création des jeux, c'est aussi tout un écosystème qui existe à l'extérieur de tout ça, dans lequel il y a énormément de choses qui se passent. Et mon prochain invité, c'est un des architectes du sport électronique au Canada. Je vais demander à Carl Edwin Mitchell de monter sur scène, me rejoindre. The coolest guy I met today. Tout le monde. Assis-toi. Merci, merci. De ce que j'ai compris avant qu'on commence, tu avais une petite vidéo à nous montrer. Oui, une petite vidéo qui montre un peu ce qu'on fait à Norton Arena. Ah bah parfait, let's go, on regarde ça. So as you may know, we had our first Northern Arena event this weekend. It was exciting to come here and be at the tournament. One of the first big tournaments we've ever been to in Canada. Thanks to Northern Arena. You know, there's a lot more to come. Introducing Northern Arena. Oh my goodness! That was ridiculous. Hello, and welcome to Squad, your source for everything gaming. We are about to go to the 6th Invitational. Welcome to a new Squadcast. Let's get into the game. Are you ready for the rematch of the century? 3 seconds remaining. He's got to get it on that. Oh, they score! Are you kidding me? Welcome to the world of Fortnite. You've got to perform at your highest caliber of competition. Rocket League honestly is about community. Since the very beginning. He's the prolific coach. The world champion himself. Oh, here it goes. Put 2K on it. Put your bank account on it. Yeah! Welcome back to Northern Arena's Mortal Kombat Clash. It's going to be an Optic Gaming takes it and your Northern Arena Montreal champions. Places like this and with big crowds especially, it's awesome for everyone. That's it! The Seattle Entourage are your Northern Arena EA NHL 20 Cup champions. This is Rocket League! But Stewie to the smoke! What is this? Stewie is incredible! Squishy's like, I'm not done! This one's for the fans! Boom! Bristini manages to do it for E United! You have sore forearms, I'm assuming from gaming too much? And he gets the headshot! It's the ace! Oh my goodness! Unbelievable! Waouh. Cool. Pas mal, hein, quand même, pas mal. Ouais, ça fait 5 ans. 5 ans qu'on fait ça. 5 ans que vous faites ça. Ouais. Est-ce que quand tu as commencé à faire ça, il y a 5 ans, donc, Oui. tu t'imaginais que ça allait être aussi? Non, pas du tout. En fait, c'était un petit projet on the side, comme on dit. Donc, je travaillais sur bien d'autres choses. Et puis, je me suis dit, ben, pourquoi pas démarrer une entreprise qui œuvre dans le monde du sport électronique. On a commencé comme ça, on se dit, on va faire des tournois ici et là. On a rassemblé une communauté très rapidement. On a été contacté par même un de vos partenaires, Bell, qui est venu nous parler. Ils nous ont dit, mais pourquoi pas faire un événement au Centre Bell? On s'est dit, bah oui, pourquoi pas? Donc, on a commencé comme ça. Puis au fur et à mesure, ça a évolué. Et puis, on est bien content qu'après 5 ans, on a passé à travers toutes ces belles aventures. Et je pourrais parler aussi un peu plus tard de qu'est-ce qu'on fait à Northern Arena. C'était ma prochaine question, en fait, très exactement, justement. Oui. C'est quoi que vous faites à Northern Arena? C'est quoi tes projets un petit peu? Oui, ben Northern Arena, c'est une entreprise qui fait beaucoup de choses. J'aime dire qu'on a 3 piliers dans l'entreprise. Donc, le premier pilier, c'est les tournois. Donc, on fait des tournois de sport électronique, on fait des tournois en personne, en présentiel. D'ailleurs, je dis allô à mes amis qui sont là-bas dans la salle. On fait un tournoi de jeux de combat en ce moment à Campus Party ce week-end. Donc, on fait des tournois en présentiel. On fait aussi des tournois en ligne. Et on travaille avec différents publishers.
Donc, on travaille avec Ubisoft, Riot et bien d'autres. Donc, on s'assure de créer des événements, soit en présentiel ou en ligne, avec ces gens-là. Donc, ça, c'est le premier pilier de l'entreprise. Le deuxième pilier de l'entreprise, c'est les émissions. On produit des émissions de télévision, on produit du contenu, ce que vous avez vu dans la vidéo un peu plus tôt, Retake, World of Fortnite, toutes ces émissions-là sont diffusées sur Jinx TV Canada. On a vendu une de nos émissions Squad à Sony Pictures and Television, donc c'est diffusé dans 15 pays en Europe. Donc, et on a une chaîne YouTube de Leaderboard, donc vous irez voir ça, de Leaderboard sur YouTube, qui est une chaîne à peu près à 1,5 million d'abonnés où on parle de jeux vidéo. Donc ça, c'est un peu le deuxième aspect de l'entreprise qui est le contenu. Et le troisième bébé, le troisième volet de Northern Arena, c'est Mirage. Et Mirage est une équipe de sport électronique qui compétitionne dans différents jeux. On a une équipe à Las Vegas en ce moment qui roule sur Rainbow Six Siege et une équipe de League of Legends, etc. Donc on est vraiment dans ce monde-là. Donc ce sont les trois piliers de l'entreprise et on est content et fier de dire qu'on est une entreprise qui est entièrement dans le monde du jeu vidéo et du e-sports. Je vais revenir un peu sur Mirage un peu plus tard. J'ai peut-être 2-3 petites questions encore sur ta relation avec la production de jeux vidéo. Tu disais que par exemple, vous organisez des événements avec les éditeurs, avec Ubisoft, etc. etc. Est-ce que aujourd'hui, avec la taille que la scène du e-sport a pris, il y a des créateurs de jeux, des studios qui viennent vous voir pour vous demander du feedback sur les jeux qu'ils sont en train de créer? Oui, définitivement. Je ne pourrais pas dire tout parce que souvent je suis sur NDA, mais on travaille avec de grosses entreprises, en fait, de grosses entreprises de AAA et aussi des indies qui viennent nous voir comme consultants pour voir un peu qu'est-ce que ça prend pour avoir un bon jeu qui va attirer une audience de e-sports. La chose qui est très importante à comprendre, puis ça c'est une des choses qu'on dit souvent à ces gens-là, c'est que c'est ta communauté. C'est ta communauté qui va amener ton jeu à un niveau où ça va devenir un e-sport. Ça va devenir quelque chose de très compétitif. Parce que des jeux compétitifs, il y en a plein. Tu peux être compétitif sur toutes sortes de jeux. Mais qu'est-ce qui fait qu'un jeu est rendu à un niveau qu'on dit e-sports, où il y a une audience qui le regarde, où il y a tout un écosystème? Ça prend beaucoup plus que ça. Et la communauté est vraiment la première chose. Et puis, on a vu aussi, je pense, c'est quelque chose que tu as pu observer dans les dernières années, des fois il y a des jeux complètement inattendus qui se retrouvent catapultés sur la scène de l'e-sport. Je pense à My Little Pony Fighting in Magic qui avait ouvert à Evo il y a quelques années. Exactement. Blood Bowl qui avait eu un tournoi de youtubeurs qui étaient juste des fans de la licence. Des fois, c'est des petits magic moments. C'est ça, il n'y a aucun contrôle finalement. Et il n'y a aucun contrôle comme ça, tu ne peux pas le fabriquer. C'est vraiment juste des petits moments comme ça et ta communauté des fois. Et vraiment, les YouTubers, les streamers sont capables d'amener un jeu à un niveau très élevé. Fait que, si on repart là-dessus, c'est quoi que tu conseillerais à un jeune créateur de jeux aujourd'hui, qu'il soit indépendant ou dans un grand studio, pour... Justement, c'est quoi la première chose qu'il doit mettre dans son jeu et qu'il doit penser dans son jeu pour essayer d'avoir ne serait-ce qu'une chance sur la scène de l'e-sport? Je reviens encore au mot communauté. Je pense que la communauté, c'est important. Donc, quels outils, quels features que tu as dans ton jeu qui va te permettre justement d'avoir cette relation-là avec ta communauté? Comment tu utilises les réseaux sociaux aussi pour aller chercher cette communauté-là, faire des playtests, pour s'assurer que dès la base, dès le tout début, ces gens-là participent à l'évolution de ton jeu, puis le rendre à un niveau où, ça devient un jeu de masse et les gens veulent jouer à ton jeu. Donc, je dirais, avant même de mettre un feature dans ton jeu, essaye de le tester. Essaye de demander à ta communauté, les fans. Des fois, c'est peut-être juste 2-3 personnes, mais ça peut augmenter avec le temps. Donc, de rester ouvert à ça, c'est important. Donc, faire de l'itération, finalement. C'est quelque chose qu'on a amené dans le logiciel depuis des années. Puis je pense que c'est quelque chose qui fonctionne. Oui. Ça fonctionne. Même dans le jeu vidéo, ça fonctionne. Oui. OK, si on revient un petit peu comme sur la scène de l'e-sport, tu as lancé une team qui s'appelle Mirage. Oui. C'est quoi aujourd'hui un athlète électronique, si on peut dire? C'est une très bonne question. Un athlète électronique, oui, évidemment, il doit
passer énormément d'heures devant soit son ordinateur ou sa console pour pratiquer, étudier ses adversaires, regarder des vidéos qu'il a regardées à l'époque, en fait des matchs pour pouvoir apprendre les patterns, etc. Donc ça, c'est une chose. Mais aussi tout l'aspect physique. Et je sais que souvent, il y a des gens qui se disent « Ben non, un compétiteur de jeux vidéo, il est assis toute la journée sur son ordinateur. » Non, il y a vraiment point de vue mental et point de vue physique. Ces gens-là doivent être prêts parce que souvent, ils ont des longues périodes de jeu qui doivent rester très focus pour s'assurer d'être performants. Donc ça se pratique, ça s'apprend. Et nous, de notre côté, avec Mirage, on a justement un coaching staff. Et avec le coaching staff, on s'assure que non seulement ils sont prêts pour les stratégies et tout ça dans le jeu, mais aussi qu'ils soient prêts physiquement et mentalement surtout à performer, surtout quand il y a des longs tournois avec de longues périodes de jeu. Donc ça, c'est très important. Puis, admettons, quelqu'un dans notre audience se dit « Hey, moi j'ai envie de faire ça. Oui. Comment est-ce que je rentre? Qu'est-ce que ça prend pour rentrer dans une équipe comme Mirage? » Oui, bien, qu'est-ce que ça prend? Évidemment, si tu penses que tu sens que tu as un talent, peu importe le jeu, et que tu veux en faire une carrière ou tu veux évoluer dans le monde du sport électronique en tant que joueur pro, et même en tant que coach ou autre, moi je te conseille de commencer à participer à des petits tournois. Il y a souvent des petits tournois locaux. Des fois même, de plus en plus, il y a des universités, des collèges qui entrent dans le monde du sport électronique. Donc comment toi, tu t'inscris à ces tournois-là pour te permettre éventuellement de performer et de te faire remarquer par des scouts, parce que ça ressemble au sport traditionnel de ce sens-là. C'est qu'on a des gens, nous, chez Mirage, on a 2 personnes qui s'occupent seulement de dépister les bons joueurs. Ils vont aller dans un jeu, par exemple, de League of Legends, et ils vont aller regarder à travers la planète, ou surtout au Canada, quels sont les joueurs qui performent selon nos critères, nos standards, pour les amener au niveau professionnel. Donc, c'est super important pour nous. Donc, il y a vraiment des gens comme ça qui sont scouters, qui vont regarder. Donc, l'important, en fait, ce que j'essaie de dire, c'est qu'à ces jeunes-là, de s'exposer le plus possible à une opportunité pour eux dans le futur. Donc, c'est participer à des tournois, participer à des petits tournois locaux, tournois de l'école, de l'université, tout ça, pour éventuellement avoir une chance d'aller plus loin. Est-ce que tu penses que c'est le genre de carrière dans lequel, pour aller participer à ces tournois, il faut y aller avec le mindset de « je vais y aller pour devenir un professionnel » ou est-ce que tu penses qu'il faut quand même privilégier d'abord autre chose? Oui, c'est sûr que ça, c'est dans tout dans la vie, c'est la passion. Si tu aimes déjà le jeu que tu joues et que tu es déjà prêt à mettre énormément d'heures parce que tu t'amuses, c'est déjà le principal. Tu ne veux pas commencer à faire tu dis « Ah, je vais choisir League of Legends parce que les salaires sont plus gros dans League of Legends, donc je vais aller... » Non, tu vas, après quelques heures ou quelques années, ou même peut-être quelques mois, tu vas abandonner parce que tu n'as pas la passion pour ce jeu-là. Donc, premièrement, choisis le jeu qui te passionne. Et quand tu choisis ce jeu-là qui te passionne, là, tu peux mettre des heures, du temps pour éventuellement devenir un pro. Tu parlais des petits tournois locaux, puis une question que je me pose beaucoup, c'est que souvent quand on imagine le monde de l'e-sport et des sports électroniques, on imagine ces grandes scènes qu'on voit dans les shows à Vegas, etc. Oui. Est-ce que ça existe? Est-ce que ça se fait d'être un athlète électronique amateur? Ben oui, il y a des athlètes électroniques amateurs, il y en a énormément d'ailleurs, et c'est ce bassin-là de pros, pas de pros, mais de joueurs amateurs qui vont devenir pros, qui permet à l'écosystème de vivre. Donc, il y a énormément de joueurs amateurs. C'est pour ça qu'il y a énormément de tournois amateurs. Il y a énormément de ligues collégiales universitaires. Énormément. Il y en a quelques-unes, évidemment. On sait que, par exemple, pour nous ici au Canada, on est peut-être un petit peu en arrière comparé à l'Asie et l'Europe, mais ça prend beaucoup d'ampleur en Amérique du Nord de plus en plus. Donc, ça devient intéressant là, pour ces jeunes-là qui sont plus amateurs d'éventuellement aller vers le pro. Donc oui, pour répondre à ta question, il y a énormément de joueurs amateurs et je pousserais les gens d'y aller parce que tu ne deviens pas pro du jour au lendemain. Hein? Il y a toujours cette étape-là, donc il faut la suivre. Et maintenant, peut-être une question qui va servir... Je pense que c'est peut-être la question que je vais te poser qui peut être la plus utile pour un jeune qui veut se lancer dans cette carrière-là. Qu'est-ce qu'ils disent à leurs parents? Ah, ça, c'est une bonne question. C'est la question la plus difficile. En même temps, je pense que
ça devient de plus en plus facile maintenant pour les jeunes de dire à leurs parents qu'il y a une carrière dans le monde du jeu vidéo. Moi, à l'époque, quand j'étais plus jeune, dire ça à mes parents, c'était quoi? T'es fou? Qu'est-ce que tu fais? À quoi tu penses? Mais maintenant, il y a eu tellement d'amélioration, d'évolution dans le monde du sport électronique qui fait que, et pas juste en tant que joueur, mais en tant que coach, en tant que... il y a des gens en administration, il y a des social media, il y a tellement de choses qui enveloppent une équipe de sport électronique ou carrément l'organisation de tournois de e-sports, par exemple, ou évidemment être un joueur, que c'est beaucoup plus mainstream, si on veut, maintenant. Donc, ce qui fait que si un jeune maintenant va voir son parent, on va lui dire « je veux devenir un pro à League of Legends, par exemple », bien, il y a un chemin pour lui, plus qu'il y en avait avant. Peut-être que maintenant, il y a une équipe à son école ou dans son université, donc c'est beaucoup plus facile. Maintenant, tout ça étant dit, c'est sûr que c'est toujours peut-être nerve-wracking, si on veut, pour un jeune d'aller voir ses parents pour leur dire ben, « moi, mon objectif, un jour, c'est devenir un pro de jeux vidéo ». Mais de plus en plus, c'est accepté. Donc, moi, je dirais à ces jeunes-là, allez-y, mais allez-y bien équipés. Présentez-leur, je ne veux pas dire un dossier, mais leur dire, voici qu'est-ce qui se passe dans le milieu en ce moment. Il y a plein de choses. Voici des jeunes qui réussissent ou qui en font leur carrière. Et à ce moment-là, les parents peuvent dire, ah, il a fait ses devoirs. Ouais, montrer que tu as un plan puis que c'est pas un projet sur le côté, comme tu dis. C'est ça, exactement. Il y a quelque chose qui a été bien réfléchi. Je regarde un petit peu les questions que j'avais. Je check un œil aussi aux questions du public. Il y a une chose dont j'aurais voulu parler avec toi. C'est un peu le climat qu'il y a sur les jeux en ligne. Tu parlais de League of Legends, par exemple, qui est un jeu qui est assez connu, mais la plupart des jeux multijoueurs sont assez connus pour que les chats soient toxiques. Ouais. On a vu Riot qui a annoncé récemment qu'ils allaient bannir le chat all. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? C'est un problème qui n'est pas juste dans le sport électronique, mais même sur les réseaux sociaux. C'est un phénomène d'Internet qui est très difficile à dealer parce qu'évidemment, il y a beaucoup de gens qui sont dans l'anonymat, derrière un clavier, derrière un écran, avec un pseudonyme sur Internet, et puis se permettent de dire toutes sortes de choses. Je sais qu'il y a beaucoup de publishers, de créateurs de jeux qui essaient de mettre des outils en place pour essayer d'enrayer ou d'essayer d'empêcher ce genre de phénomène-là ou ce genre de choses d'arriver. Maintenant, c'est pas facile. Je sais qu'il y a beaucoup par exemple, pour nous, à Northern Arena, on a des modérateurs sur le chat. Donc, à chaque fois qu'on fait un tournoi qui s'est diffusé, on essaie le plus possible d'avoir des modérateurs. Maintenant, ça, c'est juste pour le chat dans un stream. Dans le jeu lui-même, des fois, les gens peuvent être très, très toxiques aussi, même avec le voice chat et tout ça. Tu as mentionné Riot qui essaie de faire quand même des choses assez concrètes pour essayer d'enrayer tout ça ou au moins de diminuer ce genre de problème. Donc, éventuellement, c'est quelque chose qui va on espère diminuer le plus possible. Est-ce qu'on va être capable de l'enrayer? Peut-être pas, mais je pense que si on est capable de bien encadrer ces gens-là, ces équipes, pour s'assurer d'avoir le moins de toxicité possible, je pense qu'on est capable d'aller plus loin. Tu as entendu dernièrement avec Twitch, il y avait des gens qui stream snipaient des streamers. Il y avait toutes sortes de choses quand même assez négatives qui sont arrivées. Mais au bout de la ligne, c'est maintenant qu'on sait que ces choses-là existent. En fait, on sait depuis longtemps que ça existe, mais là, on a des façons peut-être d'essayer d'enrayer tout ça. Bien, il va falloir continuer. Donc, c'est un travail de longue haleine. C'est un travail qui ne va pas être réglé tout de suite, mais il va falloir continuer à pousser de ce côté-là. Qu'est-ce que c'est peut-être un conseil que tu pourrais donner à des jeunes créateurs, à des jeunes streamers, à des jeunes athlètes électroniques qui se mettent en avant sur Internet et qui n'ont pas forcément... Tu sais, quand tu commences, tu n'as pas une équipe de modération en arrière sur ton chan. Qu'est-ce que tu peux faire, toi, à ton échelle, pour essayer d'améliorer les choses? La communauté, très simple. Tu vois, quand tu commences à streamer, tu as peut-être une ou deux personnes avec toi. Tes die-hard followers, là, c'est peut-être ta mère, ton père ou tes cousins, mais c'est déjà des gens qui sont avec toi. Déjà, implique-les dès le départ dans ton processus. Tu leur dis, OK, c'est vrai que maintenant, il n'y a pas beaucoup de chat, mais essaye d'apprendre
les outils, les Nightbots et autres, pour pouvoir aider à enrayer ce genre de problème-là au fur et à mesure que ça arrive. Donc, si tu commences dès le début à avoir des choses en place, même si évidemment tu as peu de gens qui regardent, éventuellement tu vas être capable de mettre des choses en place pour te protéger à l'avenir. C'est très, très, très important parce que, tu sais, les streamers sont très vulnérables. Hein. On se met, je dis je ne suis pas un streamer, mais les gens qui streament et tout se mettent dans une position très vulnérable parce qu'ils sont ouverts à un public et ils sont ouverts à la critique. Et souvent, ces gens-là ne sont pas nécessairement media trained, si tu veux, pour faire face à ce genre de critique-là. On va toujours se faire critiquer. Il y a toujours quelqu'un qui va nous aimer ou pas nous aimer. Ça fait partie de la game, mais il faut juste s'assurer de ne pas avoir des gens toxiques qui vont nous attaquer personnellement. Puis parce que le pire qui puisse arriver, c'est que ces gens-là se découragent et puis qu'ils se disent « Ah ben j'arrête parce que c'est trop difficile, c'est trop toxique, les gens me crient des bêtises et tout. » Il y en a on dirait qu'il y en a qui c'est leur fun de faire ça. Pas nécessairement parce qu'ils veulent, qui sont méchants, mais c'est juste pour le fun de le faire. Donc, comment on essaie d'enrayer ce genre de ces trolls? les fameux trolls d'Internet. Ouais. Je vois une question du public, je vais la poser tout de suite, elle est intéressante. C'est quelqu'un d'anonyme qui demande « How big is Canada's e-sport market ?» How big is Canada's esports market? So Canada's esports market is pretty big right now. Je réponds à la question en anglais parce qu'elle a été posée en anglais, c'est correct? C'est correct. Oui. On peut changer de langue. On est à Montréal. On fait du franglais. On fait du franglais. So the ecosystem is getting bigger and bigger. So obviously, Asia, Europe, and even the States are much bigger than Canada. But now more and more you see a lot of either bigger teams or organizers that are coming forward to do those great events or to represent the country. So, for example, us with Mirage, we're the only representative of Canada in the North American League of Rainbow Six in Las Vegas. So that's cool. So it's shedding lights a little bit more on the country. I know that Overactive Media, for example, they have they're part of the Overwatch League. They have a team in Spain, and so there's more and more of us being part of that ecosystem that makes it bigger and bigger. Is it as big as the States and the rest of the world? I would say no, but it's coming. So I'm hopeful that in the next few years, esports will be kind of like known in the mass media. It's still kind of niche in our country, but I think that it's going to be more and more accessible and more viewable. Yeah. And je vais repasser en français. Oui, excuse-moi. Comment est-ce que vous faites chez Northern Arena? Peut-être que c'est toi, peut-être que c'est certains des équipiers pour identifier what's going to be the next big thing? Yeah, that's a really good question. So what's going to be the next big thing? For us, it's what's going to be the next big game, right? Because especially for that, so for two of the ecosystems, so the two of the pillars that I was talking earlier. So on a les tournois, on a le contenu et on a les équipes. So on the tournament side, qu'est-ce qui va être le prochain bon tournoi? Quel jeu on devrait toucher pour faire des tournois pour attirer une audience le plus possible et plaire à nos sponsors et tout ça, tu sais. Donc on regarde encore là, c'est la communauté. On va beaucoup chercher sur Reddit, par exemple, et tout ça, tel jeu qui vient de sortir, comment la communauté répond à ce jeu-là, le support du publisher. Est-ce que le publisher, the game creator, are they supporting their game? Are they really going to the next level for evolving that esports? So if they do, we try to connect with them. So the best example recently, we've been, Apex Legend from EA came out. It was a good game, but it made a big boom at the beginning, and then suddenly it kind of like died down a little bit. And then the publisher EA, ils ont décidé de mettre un petit peu plus de love, si tu veux, au jeu. Et là maintenant, it's growing really fast. So that for us, it's like, okay, there is a support from the publisher, there is a community,
we have to be there. So, vous allez entendre, it's a premiere. L'année prochaine, on va parler beaucoup de Apex Legends. Du côté de notre équipe, c'est un peu la même chose aussi. Dans quel jeu on veut être? Dans quel jeu on veut être impliqué? Pour nous, ça va être la même chose. Est-ce que le support du publisher est là? Est-ce que ça vaut la peine pour nous de mettre cet investissement-là dans ce jeu-là, de payer des salaires pour des équipes, un coaching staff et tout ça, pour pouvoir aller plus loin? Donc, c'est ce genre de choses-là qu'on regarde. Puis toi, parce que j'imagine que tu participes à ça, tu regardes Reddit, mais tu es un gamer aussi à l'origine. Oui. C'est quoi le genre de jeu auquel tu joues, toi, pour ton plaisir? Oui, moi je joue à plusieurs types de jeux. Moi je suis un peu old school. Moi j'étais un big fan de Diablo. C'était un peu ça. Je joue beaucoup à des first-person shooters. J'aime beaucoup les jeux avec a deep story, là, comme avec une histoire, là, très driven. Comme par exemple The Last of Us, pour moi, c'est comme, like, it's one of my best games ever. Mais c'est pas un jeu compétitif, tu vois. Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Mais je vais essayer de toucher des jeux qui m'intéressent. Comme par exemple, je suis un fan de sport, j'aime beaucoup le soccer. Et FIFA, ça nous intéresse beaucoup, mais aussi Rocket League. Tu vois, donc on va regarder des choses comme ça. Dans ma vie personnelle, si la question est dans ma vie personnelle, qu'est-ce que je joue, qu'est-ce que j'aime? J'ai 2 enfants, donc maintenant je joue beaucoup avec mes enfants. Mais j'ai trouvé un jeu qui est très très cool, qui s'appelle, Minecraft Dungeons, qui est un peu un genre de Diablo, si tu veux, avec l'univers de Minecraft. Et donc, avec les enfants, on joue à ça beaucoup. Est-ce que tu arrives encore à... Parce que tu travailles dans le jeu vidéo, puis... Oui. Il y a cette espèce de dicton qu'on entend souvent, que c'est dangereux de travailler dans sa passion parce que ça peut tuer un petit peu la flamme. Est-ce que tu arrives encore à jouer pour le plaisir? Oui, je joue encore pour le plaisir. Moi, je m'appelle I'm one of those midnight dads, like quand tout le monde, les enfants sont couchés, it's like I'm going to my consoles or my PC and I play games. So j'essaie quand même de jouer à des jeux le plus possible. Oui, c'est vrai que c'est souvent très très tard. Puis moi, ça me prend beaucoup plus de temps de finir un jeu que quelqu'un d'autre parce que j'ai juste quelques heures par semaine que je peux jouer, mais j'en profite beaucoup le plus possible. Encore là, j'adore les jeux, c'est une passion pour moi, donc je vais toujours continuer à jouer à des jeux vidéo. La passion reste. La passion reste. Est-ce que ça a changé quelque chose ou c'est la même passion depuis le début? C'est sûr que l'énergie que j'avais, tu sais, des fois je faisais des marathons, là, je pouvais jouer pendant des heures et des heures, tu sais, des overnight, là, tu joues à des jeux, je peux plus faire ça parce que je sais que it's gonna hit hard le lendemain matin parce que les enfants se lèvent, il faut les amener à l'école et tout. Donc ça, il faut que je fasse attention avec ça, mais oui, la passion est quand même toujours là. Et j'ai une question que j'ai posée beaucoup aujourd'hui puis que j'ai vraiment envie de te poser, mais c'est est-ce que tu es heureux aujourd'hui? Oui, je suis très heureux aujourd'hui parce que, je te dire, le monde de l'entrepreneuriat, parce qu'il y a une différence entre être passionné de jeux, faire des trucs de jeux vidéo et avoir une entreprise, rouler une business dans ce monde-là. Évidemment, il y a des hauts et des bas. Évidemment, on ne va pas se cacher, la pandémie n'a pas été facile, il y a eu des choses même avant. Donc il y a toute cette partie-là qui a été quand même plus difficile, mais pour répondre à ta question, oui, je suis heureux. Et pourquoi je suis heureux? Mais parce que les choses reviennent, on est ici ensemble aujourd'hui, on est face à face, on peut se parler, donc c'est vraiment un prélude sur qu'est-ce qui s'en vient, comment on va pouvoir continuer à faire des événements comme ça, rencontrer des amis avec qui on joue en ligne la plupart du temps, on est des avatars, et là on va revenir sur la vie dans le IRL si on veut, et pouvoir se rencontrer, faire des activités, des événements, etc. Donc pour moi, oui, je suis heureux pour répondre à ta question. Une question du public que je trouve très bonne. Est-ce que tu penses que le speedrun, ça fait partie du sport électronique? OK, c'est une très très bonne question. Je pense que le speedrun n'est pas considéré comme étant un sport électronique, mais pourtant, je trouve que oui, le speedrun est un sport électronique et que je m'explique. Ces gens-là doivent se préparer, pratiquer leur run, s'assurer de le faire le plus rapidement possible. Dans le fond, le speedrun, hein, c'est comme un sprinter. Si on essaie de comparer dans le monde du sport électronique, je dirais que c'est ça, c'est comme des sprinters. Donc, ils doivent se préparer pour aller le plus rapidement possible pour atteindre leur but. Donc, pour moi, ce sens-là, c'est ça, c'est du e-sport parce qu'on parle d'un jeu vidéo, on parle de la préparation pour performer,
on compétitionne contre une autre personne. Souvent, c'est ça, hein, quand on fait un speedrun, on compétitionne pour battre le temps de l'autre. Donc, tout ça me fait dire que c'est un sport électronique. C'est un différent sport électronique que League of Legends, par exemple, ou Clash of Clans, mais pour moi, c'en est un. Puis, éventuellement, ça va devenir de plus en plus... En fait, c'est quand même très, très, très populaire. Mais je pense que ça va devenir encore de plus en plus populaire. Nous, de notre côté, on sait qu'on travaille avec des partenaires qui en font beaucoup de speedrun, puis on va continuer à en faire avec eux. Ouais, ça c'est super cool. Il nous reste juste quelques secondes, peut-être une toute mini dernière question. Le jeu vidéo, souvent quand on... Tu sais, la communauté des gamers, quand on pense au sport électronique, on pense à cette communauté des hardcore et du PC console. Est-ce qu'il y a du e-sport sur mobile? Oui, il y a du e-sport sur mobile et le e-sport sur mobile se développe de plus en plus. Alors, je m'explique. Peut-être pas nécessairement en Amérique du Nord, il y en a quand même un peu moins, mais tout le côté asiatique, Asia, Southeast Asia, ça, c'est très, très, très fort. Et ça devient, et en Europe aussi, par exemple, on parle des jeux de Supercell comme Clash Royale, Clash of Clans. C'est très, très, très populaire. Nous-mêmes, on a fait des tournois avec Supercell de ce côté-là et ça fonctionne très, très bien. Donc, c'est un milieu qui va boomer très, très rapidement dans les prochaines années. Pourquoi? Parce que les téléphones sont de plus en plus puissants. Il y a même des tournois de Call of Duty ou PUBG Mobile qui sont des millions de dollars de prize pool. Donc, oui, des millions de dollars de remis en prix pour des gens qui sont en train de jouer sur leur téléphone à PUBG Mobile ou à Call of Duty. Donc c'est pour te dire qu'il y a déjà un écosystème qui est très en forme de ce côté-là et qui va grandir. Donc, nous, c'est un genre, quand je parlais tout à l'heure, qu'est-ce qu'on regarde? Le support du publisher, l'écosystème, la communauté. Nous, c'est ce qu'on regarde et c'est pour ça que le jeu mobile, pour nous, on va continuer à aller de ce côté-là. Ben, merci beaucoup, Karl Edwin Mitchell, d'être venu nous parler aujourd'hui. Je t'invite à sortir de scène. Merci. Les prochains. Merci tout le monde.